Attention au dehors, camarades. Merci. Super proche. Remets-moi encore un truc comme ça, tu vas voir. Remets-moi encore un truc comme ça, tu vas voir. Vas-y. Juste un mot sur l'accueil de vos collègues en fait. Ce que je veux dire, c'est très important, c'est pas soutenu par tous les collègues. Donc l'acteur est chaud. Allez Guillaume. Ça va bien. Excusez-moi. Je vais me pousser, Guillaume, un petit mot sur la mobilisation d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Juste merci à tous les collègues qui sont venus. Pour l'instant, je dirais pas plus. Merci à eux. Vous avez l'air ému. C'est toujours émouvant de voir tant de collègues venir. L'Île-de-France, comme on a pu le voir, mais à Marseille, à Nice, à Vendée, où le mouvement perdure. Donc voilà, on a décidé de créer l'association parce que les syndicats, on n'en veut plus. On met ça en place, on va s'approcher des collègues, on va créer des infrastructures et par la suite, on essaiera de faire peser notre association dans les décisions à venir concernant notre métier. Maintenant que l'association est créée, est-ce que vous appelez à descendre toujours dans la rue ou maintenant c'est la phase de concertation qui commence avec la nouvelle structure? Pour l'instant, on ne va pas lâcher le mouvement parce qu'on n'est pas encore assez structuré pour pouvoir, je pense, être un interlocuteur plus léger comme nous, on désirait le faire. Donc pour l'instant, on va continuer des rassemblements, ce sera un peu plus structuré, ce sera déclaré et on va se mettre en conformité. Mais pour l'instant, on lâche rien, c'est le mot d'ordre. Est-ce que le mouvement était en train de baisser, Maggie? On va devoir y aller. On va devoir y aller, je suis désolée. Il y a ça. Que pensez-vous de cette mobilisation, monsieur Paturel? Ça sera justement l'intitulé de cette nouvelle association qui va se créer, qui s'appellera Mobilisation Policiers en colère. Qu'est-ce que risque votre collègue aujourd'hui en étant auditionné par l'IGPN? Qui risque, il croyait sûrement qu'en France on pouvait manifester son mécontentement comme ça dans la rue. Il a dû se tromper. Il ne pensait pas qu'on était dans un pays totalitaire comme ça. Trouvez-vous que cette forme de mobilisation est la bonne, des manifestations tous les soirs aux quatre coins de la France? Comment voulez-vous qu'ils expriment leur mécontentement autrement? Comment voulez-vous? Expliquez-moi. Peut-être que vous aurez la réponse. Depuis quelques jours, avez-vous le sentiment d'être entendu par les autorités? Je pense qu'ils finiront par nous entendre quand même. Oui. Sans les syndicats? Ah, mais moi, j'ai jamais été contre les syndicats. J'ai encore dit ce matin que les syndicats étaient un passage obligé pour nous. On ne pouvait pas être en travers des syndicats ni contre les syndicats. L'association qui va se créer sera un mouvement parallèle un petit peu aux syndicats. Et on essaiera d'obtenir plus de choses. Mais ceci dit, à partir de ce matin, je ne vais plus être le porte-parole puisque j'étais le porte-parole avant que l'association se crée. Maintenant que l'association se crée, il y a un président, il y a une présidente d'ailleurs très compétente.
Il y a un secrétaire et un trésorier, donc maintenant vous passerez par eux pour tout ce qui est allocution. Vous ne souhaitez pas rester au devant de la scène? Non, j'ai jamais voulu être au devant de la scène. J'y ai été jeté au devant de la scène par mes collègues, c'est très gentil. Quand je vois l'accueil que j'ai, ça me fait beaucoup de joie, bien sûr. Mais je pense que c'est plus trop mon rôle maintenant. Donc on va laisser. Mais je reste à côté d'eux et derrière eux et je les soutiens. Et je les soutiendrai toujours. Sentez-vous un mouvement qui s'ancre dans la durée? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va durer encore longtemps? Ça dépend des réponses qu'on aura aux revendications. C'est quoi cette association? Va changer que... Là, je me fais encore une fois le porte-parole des collègues. Les collègues estiment que les syndicats ne les défendent plus comme ils devraient les défendre et ne sont pas assez près d'eux, quoi. Donc ils voudraient une représentation nationale de gens qui... Mais encore une fois, on ne va pas remplacer les syndicats. Les syndicats sont nécessaires à la bonne marche de la police aussi. Mais c'est un mouvement qui va reporter, qui va collecter un petit peu les revendications au niveau de la base et va les reporter en haut niveau. Que va-t-il se passer Il n'y aura plus de filtre. Il y a des sanctions aujourd'hui qui sont prises à l'encontre des collègues. Eh ben, je pense que ça ne s'arrêtera pas comme ça. Je pense qu'on va continuer à lutter, je pense. Il y aura on peut pas ou alors il faudra mettre tous les policiers en prison, à mon avis, à un moment ça va être compliqué. Les prisons sont pleines déjà. Voilà. Ça peut être une méthode dissuasive pour vous, pour les autorités, de sanctionner quelques policiers pour faire peur aux autres et tuer le mouvement? Il y a déjà des policiers qui ont peur, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des policiers qui ont peur. C'est un petit peu pour ça que j'avais accepté ce rôle un petit peu, parce que étant en retraite, voilà, je pense que j'ai plus grand chose à craindre. Quoique. D'autres corporations rejoignent peu ou prou ce mouvement. On voit de plus en plus de pompiers, quelques gendarmes, des infirmiers. Ça peut être l'émergence d'un mouvement contestataire de longue haleine? Ça peut être l'émergence d'un gros mouvement contestataire de longue haleine, oui, en effet. Oui. Question un petit peu plus politique, est-ce qu'à 6 mois de la présidentielle, vous trouvez le gouvernement prompt à gérer cette mobilisation, cette colère des policiers? Je sais pas. Ce que j'aimerais, c'est entendre un petit peu plus les présidentiables. Je trouve qu'ils sont bien silencieux en ce moment. Il y a peu de politiques qui viennent voir les manifestants, les policiers en colère. Ils sont très silencieux, ils ne se démarquent pas trop par rapport aux autres. Ils laissent le gouvernement actuel un petit peu gérer l'affaire. Après, ils critiqueront parce qu'ils diront qu'ils n'ont pas fait assez ou ils n'ont rien fait. Mais pour l'instant, ils ne font rien non plus. Donc voilà, je trouve qu'ils sont bien silencieux. Le gouvernement a annoncé un plan avec plusieurs millions d'euros à la clé. Mais ça, c'était déjà prévu dans les textes. Alors, c'est facile de faire des promesses quand on sait qu'on ne sera plus là, sûrement dans 5 mois. C'est tellement facile parce qu'on balance la patate aux autres. Et puis si les autres n'assurent pas ces promesses, on pourra dire que, étant dans l'opposition, on pourra ouvrir sa bouche encore une fois et dire que ça ne va pas. Maintenant, voilà, il aurait fallu... Ces choses-là, ça fait longtemps qu'on les demande. Ils auraient pu les faire dès le début du quinquennat. Donc, voilà. Mais ceci dit, je n'incrimine pas le gouvernement actuel, puisque ceux d'avant n'étaient pas mieux. Sarkozy avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc voilà, pour moi, ils sont tous au même niveau. Y a pas c'est un peu comme les républiques bananières. Vous savez, dès qu'on est au pouvoir, on essaye d'assurer ses arrières, alors qu'on se sert du peuple alors qu'on doit servir le peuple. On a accusé le Front National d'instrumentaliser ce mouvement dès le début. Qu'en pensez-vous? C'est complètement faux. Il y a des gens, on a même dit que moi j'étais du Front National. Donc j'ai jamais été encarté nulle part. Donc moi voilà, je me sens vraiment libre de toute chose. C'est pas parce que je vais parler dans une revue ou un journal qui me laisse une tribune pour pousser mes coups de gueule que je suis systématiquement encarté là, quoi. Je suis prêt à être reçu par n'importe quel journal de gauche tant qu'ils veulent. Ça ne m'empêchera pas de pousser mes coups de gueule, mais sûrement que dans leurs journaux à eux, ça fera des ordres. Concrètement, quelles sont les mesures que le gouvernement doit prendre pour que ce mouvement, justement, De l'écoute, s'arrête? de l'écoute active. Je suis un ancien négociateur, je peux vous expliquer que l'écoute active reste quelque chose de très important. Quand on parle et qu'on a l'impression de ne pas être écouté, il y a un moment on gueule. Donc une personne qui est en conflit, qui crie, c'est qu'elle a le sentiment de ne pas être écoutée. C'est ce qui se produit actuellement. Quelles sont les principales demandes que vous avez actuellement? Vous savez, j'ai reçu 650 revendications. Ça va du plus fort au plus faible, mais
Pour l'instant, il y a surtout une demande express de matériel pour faire face. Ils ne demandent pas d'argent actuellement. Il y en a qui ont demandé un 13e mois. Non, c'est, les policiers qui revendiquent pour l'instant ne demandent pas ça. Ils demandent surtout à ce que quelqu'un qui vient agresser un policier soit puni sévèrement, déjà, première chose. C'est-à-dire que, après, quand on voit que certaines personnes traitent les gens qui vous enferment dans une voiture et qui mettent le feu et vous empêchent de sortir, on les traite de sauvageons, ça me fait un petit peu peur. Vous ne pensez pas justement que le terme sauvageon est un peu faible? Comment? Vous ne pensez pas d'ailleurs que le terme sauvageon est un peu faible? Bah si, justement, c'est ce que je dis. Un sauvageon, pour moi, c'est le gosse qui tire les sonnettes et qui part en courant. C'est un mec qui met le feu dans une voiture où il y a des flics et les empêche de sortir. C'est plus un sauvageon pour moi. D'accord? C'est un assassin. Que se passe-t-il à Grigny depuis cette agression? Vous le savez sur place, que les journalistes n'y sont plus. Est-ce que les policiers sont toujours sur place en nombre? Toujours à surveiller la caméra, monsieur. Non, c'est bon, je descends. Bonjour, vous êtes en tant que policier ou en tant que responsable CGT aujourd'hui devant l'IGPN? Je suis en tant que policier affecté au SDRT 78 à titre perso et sans mandat syndical. Qu'est-ce qui motive votre venue aussi aujourd'hui ici devant l'inspection générale des services? C'est-à-dire qu'on a convoqué un collègue pour des actions qu'il aurait fait dans sa vie privée, c'est-à-dire que des manifestations, etc. Donc qui n'ont aucun rapport avec sa fonction de policier. Donc c'est-à-dire que si quand notre employeur commence à nous sanctionner sur ce qu'on fait dans notre vie perso, ça ne va pas aller très fort. C'est comme si des gens faisaient grève à Peugeot, que le Peugeot faisait la loi dans sa maison. Donc ça ne va pas. S'il y a des choses à reprocher, c'est pas là que ça se joue. Que risque-t-il dans les textes pour avoir manifesté en dehors de ces heures de service? Il y a des sanctions qui sont prévues? Alors ce qui est bien, c'est que dans la police nationale, il n'y a pas d'échelle de sanction. On peut faire tout et n'importe quoi. On n'a pas dit bonjour à quelqu'un il y a 10 ans, on peut nous le reprocher et se faire virer pour ça. Donc il peut risquer la révocation, mais ce n'est pas spécialement pour ça en fait. C'est que juste, il n'y a pas d'échelle de sanction chez nous. Avec quand même une petite chose quand même que je tiens à préciser, c'est que le fait qu'il soit là auditionné pour des choses qu'il fait dans sa vie privée, pas en tant que fonctionnaire de police, c'est possible que depuis le code de déontologie de M. Valls de 2014, qui a repris un texte de la fonction publique de Vichy, qui est porté atteinte au crédit et au nom de la police nationale. C'est-à-dire que pour M. Valls, on est des sous-citoyens. On n'a pas le droit de donner notre avis en tant que citoyen. En fonction, c'est normal, on a une neutralité du service public, mais après, on n'est pas obligé de penser comme la hiérarchie ou le gouvernement le veut. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un scandale qui soit convoqué aujourd'hui. Les centaines de policiers qui sont venus, on peut estimer à au moins 200 policiers qui sont venus soutenir Guillaume, qui est actuellement auditionné derrière vous dans les locaux de l'IGPN, peut avoir une influence sur le gouvernement. C'est un moyen de pression utile, efficace? C'est que pour le moment, le gouvernement, on a l'impression qu'il essaye de tout faire pour nous délégitimer, faire qu'on ne passe pas dans les médias, essaye de faire que les syndicats majoritaires qui ne représentent qu'eux-mêmes essayent de reprendre la main par divers moyens. Ils n'y arrivent pas. Donc le fait qu'on soit 200 aujourd'hui, il n'y a pas de permanents syndicaux aujourd'hui. Il n'y a pas de pom-pom girls qui remplissent les visages. Il n'y a que des gens qui sont là sur leur temps personnel, leur temps de travail, sachant qu'à l'heure actuelle, proposer une journée avec un taux de présence de 80% dans les services, avec l'état d'urgence, le Vigipirate, etc., c'est très compliqué. Donc 200%, c'est je veux dire, le haut de l'iceberg en fait. Si on est là à 200, c'est que déjà pour le gouvernement, ça va être un signal fort. Il faut dire qu'on est plusieurs milliers derrière en réalité. Aujourd'hui, une association a été créée. On va l'appeler comme cela, des policiers autonomes. Je ne connais pas le nom, parlons encore de cette association. C'est une étape supplémentaire dans la mobilisation? Au moins d'avoir une association, ça permet de structurer, parce que déjà ça permet de voir les choses, ça permet d'éviter d'avoir dire lui il s'est récupéré par ci ou par ça, et ça permet d'avoir quelqu'un qui va cadrer, entre guillemets, de dire voilà, les policiers pensent ça, et remettre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se débattent sur les réseaux sociaux en off, et donc du coup ça permet de remettre les choses officiellement, à dire voilà, on s'est prononcé sur ça a été voté, plusieurs milliers de policiers sont d'accord sur tel sujet, et ça permet de remettre les choses et de faire que c'est une association, ça rejette personne en fait. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans des syndicats minoritaires ou qui ne veulent pas être syndiqués peuvent quand même participer au mouvement, parce que c'est quand même les conditions de travail de tout le monde, quelles que soient nos opinions personnelles ensuite. Les policiers entrent dans leur 3e semaine de mobilisation. Vous allez finir par être entendus ou pas? On aimerait bien, surtout que c'était un leitmotiv. Vous croyez-vous? Mais j'espère qu'ils ne vont pas avoir le choix en fait au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment de faire la politique de l'autruche, d'aller se cacher, de venir voir nos collègues de Viry-Châtillon après le week-end, de ne pas vouloir nous laisser nous promener dans tout Paris la nuit, mais on n'a pas le droit d'aller voir Place Beauvau, notre ministre. Je veux dire, c'est quand même insensé. Je veux dire, on a le droit d'aller voir tout le monde, sauf notre employeur. Le ministre de la Justice pour les EPJ, on n'a pas le droit. L'Assemblée nationale pour ceux qui s'occupent de nos budgets, on n'a pas le droit. Donc au bout d'un moment, c'est quand même rigolo. Tous ceux avec qui on voudrait discuter, qui ont des pouvoirs décisionnaires, ne veulent pas discuter avec nous. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand on passe dans les rues de Paris, les gens sont plutôt contents de nous voir et nous acclament. Et tous les sondages disent qu'ils soutiennent à 91% la police. Donc on espère qu'au bout d'un moment, ils vont se bouger et se réveiller.
Et justement, donc, vous l'êtes vous-même en ce moment, vous n'êtes pas entendu après 3 semaines de mobilisation. Est-ce que la mobilisation peut prendre d'autres formes, plus contraignantes pour les citoyens, pour le gouvernement, autres que les mobilisations nocturnes quotidiennes ? Déjà, ça s'appelle d'être visible, de voir les gens qui reviennent, parce que ce n'est pas limité à la police nationale. Et après, si on veut vraiment être méchant, on va appliquer toutes leurs notes de service, leurs consignes, etc., qui pondent en haut lieu dans une tour d'ivoire et qui sont inapplicables dans la réalité du terrain. Il suffit de dire on ne prend plus les véhicules qui ne tiennent pas la route, on n'utilise plus les locaux insalubres, on refuse de payer notre équipement. Au bout d'un moment, il y a juste à finalement bloquer la machine juste parce qu'ils demandent les textes de loi qui n'appliquent pas en fait. Là on a eu le ministre qui a dit maintenant les patrouilles de 3 ce sera la norme. C'est cool, il a juste dit qu'il allait appliquer un texte de loi, le règlement intérieur de la police nationale qui est déjà en vigueur depuis les années 80. Donc jusque là Cocorico il n'a rien demandé en fait, à part dire qu'il allait respecter la loi. Bon. On commence à voir d'autres corporations qui rentrent dans le mouvement, des pompiers, quelques gendarmes. J'ai posé la question tout à l'heure à M. Paturel, mais croyez-vous à un conflit, une mobilisation plus vaste, plus large, avec des infirmiers, des pompiers, des gendarmes qui viendraient à rejoindre un grand mouvement contestataire à 6 mois des élections? C'est possible, vous y croyez ? On achète qu'il y a des infirmières, des pompiers, des collègues de la police municipale, etc. Parce qu'en fait, c'est un problème généralisé dans la fonction publique, d'être dirigé par des managers qui ne connaissent pas le travail de terrain où que ce soit et qui nous donnent des choses impossibles à réaliser et surtout en contradiction avec le sens du métier pour lequel on est rentré. Dans tous les domaines, les infirmiers veulent soigner, les pompiers allaient sauver des vies, nous protéger les gens et on ne nous demande pas ça à l'heure actuelle. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué de nous demander des choses déconnectées de la réalité alors qu'on est rentré pour un engagement concret au service des gens. Donc je pense que c'est vraiment, on a des choses communes avec beaucoup de gens de la fonction publique, d'État, parce qu'on est complètement détourné de nos missions et on ne rend plus le service public qu'on devrait rendre. Et à chaque fois, là, vous parlez des élections, c'est que chacun essaye de nous rapatrier tel parti, tel parti, tel parti. Un service public, en fait, il y a des lois qui sont faites par les élus de la nation et puis après, nous, on doit être là pour les appliquer. Après, qu'on nous donne juste les moyens d'appliquer les lois qui ont été votées. C'est tout ce qu'on demande, en fait, c'est pas grand-chose. Et pas essayer d'être récupéré par Pierre-Paul Jacques suivant les besoins du moment. En pleine période électorale dans laquelle nous sommes en ce moment, il y a malgré tout peu d'hommes politiques qui viennent à votre rencontre. On a vu Nicolas Dupont-Aignan, on a vu M. Falorni, on a vu aussi quelques élus du Front National. Cela vous étonne de ne pas avoir plus de candidats à la présidentielle venir vers vous ? On est un petit peu déçus. Après, les candidats, ce n'est pas la question. Par contre, quand on était devant l'Assemblée nationale, on avait fait l'adresse adressée aux 577 députés. Bon, il y en a une dizaine qui sont sortis. Et les autres ont préféré écouter les bêtises de M. Valls dans l'Assemblée nationale qui rendait un hommage à M. Cazeneuve, qui est responsable de tous les morts chez nous depuis des années et les blessés et les attentats où il n'a pas été capable de gérer. Donc je veux dire, on rend pas un hommage à une personne comme ça. Donc plutôt que d'écouter des bêtises, ils auraient pu venir discuter avec la réalité de terrain. Ça aurait été bien. Alors, bonjour Monsieur Lalanne, vous êtes ancien fonctionnaire de police. Vous venez d'écrire un ouvrage qui s'appelle État des lieux de sortie, après toute une carrière passée au sein de la police nationale parisienne. Que pensez-vous de cette mobilisation des policiers aujourd'hui ? C'est très sain, je pense que c'est la base de la police qui essaie de montrer qu'ils ne sont pas foncièrement d'accord à toutes les décisions de la haute administration. Ils comprennent peu ce qu'on cherche à leur imputer sur des faits comme les manifestations de Vopli qui n'ont rien à comparer par rapport à tous les problèmes qu'ils ont dans l'exercice de leur métier de tous les jours. Quels sont les problèmes vraiment auxquels les policiers sont confrontés aujourd'hui ? Comme on le dit, des problèmes de matériel, d'hommes, de missions inutiles, qu'en pensez-vous ? Le problème, bien sûr, il y a du matériel, mais il y a beaucoup d'humains. Je pense qu'il y a un problème d'effectifs également, la répartition des effectifs sur pas mal de villes, peut-être de provinces, à revoir. Pour vous, depuis combien de temps le fonctionnement de la police se dégrade ? Ça date d'il y a seulement quelques années ou c'est vraiment quelque chose qui s'ancre dans les années, au fil des années, les conditions de travail, les moyens, comment ça se passe ? Je pense que le gros problème, ça vient depuis une vingtaine d'années où tous les gouvernements se sont servis de la police souvent pour des fins politiques, mais on a trop séparé la police et le citoyen. Après, depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'il y a peut-être une politique pénale qui est plus à la hauteur. Il faut mettre les gens en prison, surtout quand les policiers, ceux qui craignent le plus, il doit y avoir des gens qui ont des casiers, comme on dit chez nous, pléthoriques. Et ces gens-là, on sait très bien qu'en France, les peines de moins de 2 ans ne sont jamais appliquées. Les moins de 5 ans font souvent l'objet d'aménagements, ce qui fait que la plupart des gens qui pourrissent la vie aux citoyens, généralement, ils ne vont pas en prison, ou alors c'est sur des extrêmes dont les gens ne comprennent plus que la police fasse son travail, et peut-être que la justice, il y a toute une justice et une politique pénale à refaire. C'est un manque de moyens de la justice ou un manque de volonté politique, sociale ? Je peux parler surtout de la police. La justice, un moyen sûrement, parce qu'on voit que toutes nos prisons sont pleines. Il faudrait bien trouver de la place un jour où faire notre police pénale, et on n'empêchera pas. Il faudra toujours mettre des gens en prison, parce qu'il y a des gens qui sont là que visiblement, en parlant poliment, pour foutre la merde.
Est-ce que ce mouvement est un mouvement politique? Certains hommes politiques ont, dès le début, sous-entendu qu'il y avait une récupération à l'extrême droite, pour ne pas la citer. Les policiers, en tout cas ceux que l'on voit aujourd'hui, se revendiquent apolitiques, asyndicales. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, visiblement, le peu que je connais, il y a peu de syndicats qui sont là. C'est vrai qu'il y a une espèce de coordination qui est en train de se mettre en route, que je ne maîtrise pas du tout. Mais on voit qu'il n'y a pas de délégués syndicats nationaux qui sont ici. Vous comprenez ce rejet des syndicats de la part des policiers? Moi qui suis un retraité, je pense que les syndicats n'ont jamais fait leur travail, ou pas assez bien fait leur travail au niveau national. Je pense qu'il y a la prévention, le malaise policier. Il y a beaucoup de problèmes humains qui n'ont jamais été traités. Et on est toujours en train de remettre sur le tas le matériel, ce qui est d'accord. Mais il y a quand même l'humain. Quand on voit que la police, on a 53 suicides par an, je vois sur les mêmes sociétés comme Orange, où il y en a eu 2. Il y a quand même le PDG qui était destitué, et puis une espèce de politique d'accompagnement des gens. Il y a tout un problème humain dans la police, mais je trouve que ce mouvement, il est salutaire. C'est-à-dire qu'il montre à des gens qu'il n'y a peut-être pas que le syndicat qui peut faire quelque chose, mais il faut bien accepter qu'il faudra bien négocier avec les syndicats, parce qu'eux ont plus l'habitude de cet état de fait. Beaucoup de policiers nous parlent d'un décalage entre leur hiérarchie et la base policière. C'est une réalité, il y a 2 mondes aujourd'hui dans la police, comme le disent certains. Je pense, oui, il y a le 2 mondes. Il y a les policiers qui sont dans la rue tous les jours, et il y a ceux qui les commandent au haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a quand même, les gens n'ont pas l'impression qu'ils font le même travail qu'eux. La haute hiérarchie est devenue un problème de statistiques. On enregistre beaucoup les faits. On fait des beaux tableaux qui indiquent l'activité. Mais l'activité principale, c'est quand même le soutien du citoyen, aider le citoyen. Et ça n'existe plus. Et la haute hiérarchie, pour le policier de base qui est toujours dans la rue, il la voit la journée et généralement, il ne la voit pas le soir quand vraiment il faut aller au travail, il faut aller au turf. Voilà. Depuis le début de ce mouvement, peu d'hommes politiques sont venus à la rencontre des policiers. L'autre jour, devant l'Assemblée nationale, il y a eu une dizaine de députés, de toute tendance d'ailleurs politique. C'est un regret pour vous de voir que les hommes politiques, à 6 mois d'une échéance présidentielle quand même importante, ne vont pas à la rencontre des policiers de terrain? Mais je pense que ce n'est pas une nécessité absolue. De toute manière, je pense que c'est depuis 20 ans que les choses se sont dégradées, qu'on a séparé la police de la population. Pour moi, c'était une des plus mauvaises choses à faire. Après, qu'ils ne viennent pas, je pense que les policiers sont assez grands. Qu'il y a des gens, quelques vautours qui tournent autour du nid, c'est tout à fait normal. Mais je pense que le mouvement policier tel qu'il est, la base policière n'a pas besoin de politiques qui vont venir s'engager, et surtout pour essayer de se faire réélire d'ici quelques temps. Dans votre carrière, vous avez déjà connu des mouvements aussi longs, aussi puissants, ou c'est récurrent? Aussi long, puissant non plus, parce que sur la durée, c'est la première fois. Il y a bien eu des petits problèmes qui à l'époque se réglaient plus facilement. Il y a une défiance qui se fait, c'est vrai que là c'est un mouvement qui est spontané au début, mais il y a quand même des policiers. Je reviens toujours sur la notion de base, il y a des policiers qui ont envie que certaines choses changent. Et là, il y a beaucoup de choses qui doivent changer, puis on espère que ça changera. Ouais, mais je te dis ça. Ah, on ne voit pas. Non, mais je vais le poser là. Merci aux collègues d'être restés jusqu'au bout. Ouais. Merci à toi. On peut t'approcher un peu, Guillaume? Ouais, non. Non, t'es plus près. Ouais, attends. Non, faut reculer. Bah non, mais les gars... Alors comment ça s'est passé? Ça a été long, ça s'est passé en 2 phases. Première phase, on a présenté un service de l'IGPN, émission de conseil. Ensuite, audition administrative pendant presque 4 heures. On doit parler de ce qu'on encourait comme sanction potentiellement. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais être sanctionné ou pas. C'est-à-dire que la décision appartient maintenant au préfet de police de Paris. Donc il a les cartes en main. Donc c'est lui qui avisera en fonction s'il y a sanction ou pas et l'échelle de sanction
à prendre. Qu'est-ce qu'on vous reproche clairement? Le manquement à la déontologie, notamment de m'être exprimé publiquement et d'avoir dénoncé les problèmes auxquels on est tous confrontés dans la police. Vous encourez quoi comme sanction? Les sanctions peuvent aller de l'avertissement à la révocation. Et l'ambiance, c'était quoi l'ambiance de l'audition? Est-ce que c'était tendu? Comment ça s'est passé? Il y avait combien de policiers face à vous? Avec les enquêteurs de l'IGPN, j'ai pas eu connu de problème particulier. L'audition a été normale, il n'y a pas eu de problème avec les enquêteurs. Ils ont été normaux, ils m'ont posé des questions qu'ils avaient à poser, j'ai répondu. Pas eu de pression particulière. Et la présence de la présidente, Oui. elle est avec vous? Oui, elle était avec moi pendant une grosse partie de l'audition, effectivement. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'association elle-même? On a pu parler aussi de l'association. La présidente, en tant qu'accompagnant, ne peut pas intervenir directement dans l'audition, bien sûr. Elle peut faire juste des observations à la fin. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, on vous a expliqué que vous risquez un niveau de sanction supplémentaire si vous continuez les manifestations, Oui. à répondre à la presse comme vous le faites? Bien sûr. Et vous avez continué? Maintenant, il y a une association qui est créée. Du coup, moi, je suis juste un membre de l'association, dans le bureau. Quelle est la suite de ce mouvement? Et il faudra se concerter à ce moment-là avec la nouvelle association pour voir quelles sont les suites à donner au mouvement. Mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas lâcher la mobilisation à ce moment-là. Vous regrettez d'avoir parlé? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir parlé parce que c'était nécessaire à ce moment-là. Il fallait que quelqu'un ose arrêtez de pousser, dénoncer là. ce que les autres pensaient. Je sais pas l'appareil. C'était nécessaire parce qu'on a voulu coller une étiquette Front National qui n'était pas du tout notre cas. Et il fallait que les gens puissent identifier qu'en face d'eux, il y avait des policiers, et pas seulement des masques, des cagoules. Et qu'en enquêtant sur moi, vous avez bien vu que je ne suis pas membre d'un parti politique quelconque. Vous disiez que c'était long, ça arrive. Je suis rentré dans les bureaux à 14h30 et là je ressors à 20h15. C'est une tentative de, si je puis dire, vous faire mijoter. Comment vous interprétez la longueur de cet entretien? En fait, ça s'est passé en 2 étapes. C'est-à-dire que la première étape était une réunion de constatation avec des membres de l'IGPN pour nous informer de leur existence en tant que potentiel soutien dans la constatation. Ensuite, on est passé dans l'enquête à proprement parler. Et il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de points à éclaircir. Donc effectivement, ça a duré plus longtemps que je pensais. Pour vous, c'était un simple rappel à l'ordre ou une tentative d'intimidation? C'est pas un rappel à l'ordre parce que là, actuellement, je ne sais toujours pas si je vais être sanctionné ou pas. Donc c'est pas un rappel à l'ordre. Les enquêteurs m'ont bien fait comprendre que la décision ne leur appartenait pas, qu'ils ont posé toutes les questions qui leur étaient demandées et que maintenant ils transmettent l'ensemble du dossier au préfet de police de Paris qui lui seul aujourd'hui a le pouvoir de donner suite ou pas à cette affaire. Ce sera quand la réponse? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. J'ai demandé à savoir quand est-ce que je saurai s'il y aura sanction ou pas. Parce qu'il faut rappeler aussi que le ministre de l'Intérieur avait rappelé qu'il n'y aurait pas de sanction contre les collègues. Donc on va voir si les paroles sont tenues ou pas, parce que les paroles n'engagent que ceux qui les tiennent. Du coup, je ne sais pas. Quelle va être la suite du mouvement, justement, avec la création de l'association, etc. Maintenant qu'une association est créée, on a un président, un bureau. Il va falloir prendre des décisions maintenant à la collégiale. C'est-à-dire que les membres de l'association devront se réunir rapidement pour donner suite au mouvement. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas été entendu dans la globalité. Il manque encore beaucoup de choses dans ce qu'on réclame. Donc le mouvement ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est sûr. Je reviens juste sur les sanctions. Vous allez continuer à travailler là, du coup? Vous allez reprendre votre poste? Bien sûr, dès demain, je serai en service dans mon commissariat, en brigade anticriminalité, oui.